Et bonjour, bienvenue dans cette émission Neurotrip dédiée à la semaine du cerveau qui démarre aujourd'hui et ce pendant à minima une semaine partout en France et dans le monde entier puisqu'il y a plus de 100 pays qui se joignent à cette expérience, je dirais, et où des chercheurs sortent de leur laboratoire pour expliquer, pour vulgariser leurs recherches à destination du grand public. Donc, si vous êtes un peu intimidé par ce genre d'événement, sachez que si vous savez que le cerveau, c'est dans votre crâne, c'est bon, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Le reste vous sera expliqué sur place. Et nous avons un bien joli programme à l'université de Nîmes qui commence dès demain soir avec une conférence sur la douleur et comment vous pouvez essayer de reprendre le contrôle de votre corps et des douleurs que vous ressentez avec ce qu'on appelle un neurofeedback et vous verrez ce que c'est demain. C'est une collaboration entre un chercheur du laboratoire de MIPA, Fabricio Pereira, et le professeur du CHU de Nîmes, Monsieur Duperron. Ils seront donc présents et qui répondront aussi à vos questions après la conférence. Mercredi, nous avons une conférence dédiée à la musique, comment le cerveau comprend la musique. Donc vraiment hors pathologie, comment finalement on perçoit tout cela. Jeudi, jeudi soir. J'ai un problème avec l'heure, par contre, vous vérifierez le programme parce que je ne mémorise jamais les heures. Jeudi soir, ça sera dédié au sommeil et TDAH. Comment finalement, de la poule ou de l'œuf, est-ce qu'on peut incriminer le sommeil, les problèmes de sommeil au TDAH ou bien c'est le TDAH qui provoque des troubles du sommeil. Donc, si vous êtes dans ce cas, si vous avez de la famille qui souhaite aussi être là et poser des questions, venez, ça sera le professeur Régis Lopez qui sera présent et Anthony Philippe animera donc la soirée, qui est maître de conférence à l'université de Nîmes. Et le vendredi d'après, le 22, il y aura une conférence donnée par un neuropsychologue qui s'appelle Grégoire Borst, qui va vous expliquer comment le cerveau des enfants bricole pour apprendre tous les savoirs. Et donc, le terme bricoler est volontairement utilisé ici pour vous faire comprendre que c'est un cerveau qui est encore immature. Alors, comment il fait? Ça sera la grande question de vendredi. Toutes les confs sont gratuites, il faut s'inscrire juste pour pouvoir réserver votre place dans l'amphithéâtre, dans l'auditorium à l'université. Cette émission va être aussi un petit peu ludique, le but étant de débunker, d'enlever certains mythes sur le cerveau. Alors, le grand classique, vous vous en doutez, c'est le fameux «nous n'utilisons que 10% de notre cerveau», repris récemment par une pub de grande surface pour vous vendre encore plus de choses. Mais sachez que c'est absolument faux. Alors, d'où ça vient? Ça vient, je dirais, ça commence au XVIIIe siècle, ça perdure au XIXe avec l'idée que les premiers chirurgiens, quand ils enlevaient quelques régions du cerveau, le patient reprenait une vie normale. Alors, selon les critères évalués de l'époque, c'est-à-dire, vous connaissiez votre nom, l'année, vous pouviez marcher, parler et lire, on considérait que c'était bon. Et on est bien plus complexe que ça, hein, mais c'était les paramètres qui étaient évalués. Donc pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait beaucoup de régions du cerveau qui ne servaient à rien, hein. Donc on avait identifié que 10% des régions, à peu près au niveau du volume. Donc ça a commencé à s'installer là, cette petite notion. Puis après, il y a eu les premiers IRM qui ont été construits. Donc ce sont ces machines qui prennent des images de votre cerveau et de tous les tissus mous globalement, de tous les organes internes. Le cerveau étant bien sûr celui qui l'a rendu le plus célèbre, je dirais, hein. Donc si vous faites un choc à la tête, vous avez des migraines, des choses comme ça, on vous demande d'aller faire un IRM. Eh bien, les premiers IRM étaient peu puissants, hein, et donc on ne pouvait voir, notamment tout ce qui était fonctionnel, on ne pouvait voir que l'activité du cerveau qui était extrêmement haute. Donc tout le reste apparaissait noir et juste les régions qui étaient finalement très 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 exprimées, actives, devenaient rouges et s'illuminaient. Donc comme tout le reste était noir, on a pensé qu'il n'y avait que 10% donc du cerveau qui était activé. Et c'est resté cette idée-là. Alors depuis, on a des IRM fonctionnels qui sont beaucoup plus puissants, hein, et on s'aperçoit que non, on n'est pas à 10%, on est à beaucoup plus de 10%, hein. Vous voyez, ce qu'on fait au quotidien, c'est extrêmement complexe.
Il y a tout ce qui est automatique auquel vous ne pensez pas, mais votre cerveau, lui, il pense, hein. Marcher, parler, respirer, faire battre votre corps, les hormones, hein, vous tenir debout, coordonner, vos yeux, prendre votre téléphone sans le casser, boire votre tasse de café, tout ça, vous ne le gérez pas. Vous ne le pensez pas, c'est en automatique. Mais votre cerveau, lui, il l'utilise, un peu comme en bande passante. Puis après, vous êtes concentré sur quelque chose. Vous êtes en train de travailler, vous parlez avec des potes. Il y a déjà ces actions-là qui sont mises en jeu. Et en plus, donc, vous avez ça, c'est votre niveau de base. Et si on vous demande, un de vos profs, si vous êtes à la fac, lors d'un examen, de vous concentrer et d'aller chercher, de mobiliser des connaissances, vous avez cette capacité de monter votre niveau pour aller chercher ces informations. Donc on n'est jamais à 100% tout le temps, heureusement, sinon on saturerait. C'est comme si votre ordinateur était à 100% tout le temps, mais il ne peut pas fonctionner. Il a besoin d'avoir de la bande passante et de la mémoire libre. C'est pareil pour votre cerveau, mais on est loin des 10%. Et ce ne sont jamais les mêmes régions du cerveau qui s'activent. Donc ça, 10%, on ne veut plus en entendre parler. C'est bien pour les films, hein, Luc Besson en a fait un très joli film d'ailleurs d'action, mais ce n'est pas vrai d'ailleurs. Donc ne prenez pas toutes ces petites drogues qui sont à la mode, le microdosing, pour augmenter vos capacités, pour être à 80% de vos capacités. Vous l'êtes déjà, hein. Si vous vous concentrez, que vous travaillez, vous l'êtes. Vous n'avez pas besoin de ce genre de drogue qui n'a montré à ce jour aucune efficacité réelle, hein. Ça a été testé en plus du côté de San Francisco. Donc ça ne marche pas. Premier débunkage. De deux, quand on dort, le cerveau, il est inactif. Non, non, votre cerveau, il est toujours actif. Ce sont juste d'autres zones du cerveau qui prennent le relais. Celles de la journée se mettent en pause et passent le relais au centre de la nuit, qui vont permettre donc d'effectuer toutes les tâches qui sont nécessaires à faire la nuit. Donc lesquelles s'éteignent? La motricité, vous l'avez bien vu, hein, vous perdez le contrôle moteur, vous devenez inactif. Votre température baisse naturellement, vous commencez à bien dormir. L'hormone de la journée, le cortisol, va s'arrêter, va pas s'arrêter, mais va diminuer, la production va diminuer pour redémarrer sur le matin. Et c'est la mélatonine qui va être sécrétée donc pour vous endormir et que vous puissiez passer par les différents cycles du sommeil. Donc votre cerveau est tout le temps actif. Et c'est pas qu'une région qui est active la nuit. Il va donc mobiliser différentes régions, même celle de la mémoire. Il y avait une petite expérience qui est assez jolie. On apprend à une souris, donc on met une petite puce dans la tête donc de la souris pour voir exactement ce qui est enregistré. Et la souris apprend à courir. Et donc on peut voir les neurones s'activer avec, par exemple, ceux qui déchargent dans telle région sont en bleu, les autres on les code en violet, d'autres en rouge. Donc on a une sorte d'arc-en-ciel qui s'illumine. Et bien la nuit, alors pour elle, c'est l'inverse pour la souris, hein, ils sont à l'inverse de nous. Quand la souris dort, eh bien cette zone-là s'active et on peut revoir les mêmes neurones s'activer selon la même séquence. Donc la souris rêve, hein, on considère elle rêve. Cette zone s'active alors qu'elle dort. Alors, est-ce que justement, ce n'est pas ce qui se passe aussi lorsque nous dormons et lorsque nous rêvons, c'est-à-dire revivre certaines périodes donc de ce qui s'est passé dans la journée, de savoir est-ce que ça vaut le coup d'être mis dans notre mémoire à long terme ou d'être oublié? Puisque l'oubli, c'est finalement une perte, c'est de la plasticité synaptique et vos neurones vont perdre certaines de ce qu'on appelle de leurs épines pour moins communiquer, donc ça efface certains souvenirs. Donc votre cerveau est actif même la nuit, d'accord? Donc ne luttez pas contre votre sommeil, c'est un processus qui est naturel et nécessaire pour votre sommeil. Je crois que tous les grands accidents qui a eu lieu d'origine humaine, on peut les remonter à un manque de sommeil. Donc c'est extrêmement important et ça va aussi dicter votre capacité à vous concentrer dans la journée. Donc dormez et écoutez votre corps quand vous commencez à avoir froid, quand vous commencez à bâiller, c'est l'heure d'aller vous coucher et de poser votre téléphone, votre série, vous la mettez sur pause et vous réviserez demain.
Concernant le sommeil, ce n'est pas non plus un processus miracle. Ce n'est pas parce que vous lisez une fois votre leçon avant de vous coucher que vous allez la retenir au petit matin, que vous la connaîtrez par cœur. C'est pas parce que vous mettez la cassette du cours enregistrée pendant que vous dormez que vous allez l'apprendre au petit matin. Votre cerveau ne fait pas ça. Si vous ne faites pas d'effort pour apprendre, eh bien votre cerveau n'apprendra pas. Si vous ne faites pas d'effort, j'ai envie de dire, pourquoi votre cerveau le ferait pour vous? Donc, il faut avoir vu plusieurs fois une leçon, plusieurs fois, pour que la nuit, ça aide à consolider cet apprentissage. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'entends des fois une musique une seule fois et je la retiens par cœur. Non, ça, c'est en général pas vrai. Vous êtes conscient qu'une seule fois, vous l'avez écoutée. Et dans la radio, au supermarché, autour de vous, vous avez dû l'entendre bien plus de fois sans en être même conscient. On est dans une société où on est surexposé visuellement et auditivement tout le temps. Vous rentrez dans un magasin, il y a de la musique. Vous allez au supermarché, il y a de la musique. Il y a des écrans maintenant partout. Donc, même si vous n'êtes pas conscient, vous êtes déjà exposé à ces événements. Le troisième étant, moi j'entends beaucoup des étudiants, moi je suis quelqu'un de très visuel, je n'apprends qu'avec des supports visuels. Ou alors moi je suis auditif, ou moi je suis... Votre cerveau, alors ce n'est pas un muscle, hein, mais on peut utiliser la métaphore du muscle, l'image du muscle. Plus vous l'entraînez d'une manière, et plus il va réagir de cette manière. Vous êtes un footballeur professionnel, vous vous entraînez plusieurs fois par semaine pour jouer votre match. Vous allez être très bon au poste auquel vous êtes entraîné. Maintenant, si on vous demande de jouer au tir à l'arc, vous ne serez peut-être pas aussi bon. Vous êtes juste entraîné à un sport, à une capacité. Donc, si déjà depuis tout petit, on vous dit toi, tu es très visuel et tu n'apprends que en visuel, et que l'on vous apprend toute votre scolarité et toute votre jeunesse à ne vous appuyer que sur des supports visuels pour apprendre, alors oui, vous allez être très bon en visuel. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes né comme ça. Vous êtes né avec toutes les mêmes capacités que les autres. Ça, on le sait. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les apprentissages sont en ce qu'on appelle en multicanaux. C'est-à-dire qu'une même connaissance doit être abordée à l'oral, à l'écrit, sous forme de jeu, sous forme d'activité, pour qu'elle puisse rentrer et perdurer dans la mémoire, notamment des étudiants. Donc on le sait qu'il faut tous les canaux marchent. Il y en a effectivement un qui doit marcher mieux pour vous en fonction de votre passif et de votre manière dans laquelle vous vous êtes vous-même entraîné. Donc ça, c'est les grands classiques des mythes. On a aussi, je dirais, un de mes favoris forcément, c'est le cerveau des hommes et des femmes sont différents. Alors, votre cerveau, il est proportionnel à votre boîte crânienne. Donc, si vous êtes grand, et vous avez donc une grande tête, hein, on a un périmètre crânien qui est à peu près similaire, mais c'est proportionnel à votre taille. Donc, effectivement, les hommes étant naturellement plus grands, il y a un cerveau plus grand en volume. On est tous avec le même nombre de neurones, et si on regarde un cerveau, donc de manière macroscopique, hein, qu'on le découpe, qu'on le regarde, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme. On ne peut pas. Il faut une analyse biochimique pour pouvoir regarder s'il y a des hormones. Parce que c'est vrai, hein, il y a les hormones qui vont donc imprégner le cerveau, notamment lors de la première et la deuxième phase à l'adolescence, qui vont donc donner une composante hormonale au cerveau. Et vous allez me dire, oui, mais alors les hormones, qu'est-ce que ça change? Pendant très longtemps, on a étudié donc la testostérone et l'œstrogène que sous la composante de la reproduction. Sauf que ce sont des récepteurs, ce sont des hormones qui ont des récepteurs partout et qui ont aussi d'autres actions importantes pendant le développement pour permettre à certaines cellules de se connecter ou d'agir d'une certaine manière. Donc ce n'est pas que lié à la reproduction, c'est, je dirais, en plus lié à la reproduction. Donc, honnêtement, il n'y a pas de grosse différence entre le cerveau des hommes et des femmes, en tout cas dans la manière il fonctionne. Par contre, c'est vrai que la manière dont vous avez été élevé, dans la société dans laquelle vous avez été élevé, comme je vous l'ai dit, c'est un muscle qui s'entraîne. Donc si tout le temps on vous a entraîné à être bon que dans une partie et pas dans l'autre, eh bien, c'est ce que ça donnera au résultat. Mais vous avez tous, hommes et femmes, les mêmes capacités intellectuelles, en tout cas à la naissance, les mêmes bases neurobiologiques. Donc ça, aucun problème. Et qu'est-ce qu'il y avait comme dernière phase?
Des neuromythes, j'en ai oublié un. Ah, aidez-moi. Ah ouais, le 10% de la pub d'Intermarché, moi, ça m'a traumatisée. Ah, j'étais très énervée. J'étais très énervée parce qu'en 2023, faire un truc comme ça, c'est volontaire et c'est ça qui est énervant. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça, le sommeil, on est plus droite-gauche. Ah oui, les hémisphères! Je suis plus hémisphère droit qu'hémisphère gauche parce que j'ai fait le test à la plage et à la plage, on m'a dit que j'étais très artiste. Non. Non, non, non. Vous avez 2 hémisphères, d'accord, c'est vrai, qui sont quasi identiques à part pour quelques régions que l'on va retrouver que dans l'air qui prédomine. Si vous êtes droitier, on va les retrouver plutôt dans l'hémisphère gauche puisque c'est interverti et si vous êtes droitier, on va les retrouver dans l'hémisphère gauche, si vous êtes gaucher, dans l'hémisphère droit. Mais ces 2 hémisphères, sont complémentaires, d'accord? C'est vrai qu'il y en a un en général qui est un peu plus fort que l'autre. Il y a une sorte de latéralisation de certaines fonctions. Pas toutes, mais de certaines fonctions. C'est juste qu'à un moment, c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'être 2 pour faire la même tâche s'il y en a un qui le fait très bien. D'accord? Mais il faut plus le voir comme un hémisphère de secours, je dirais. Mais les 2 fonctionnent, tout le temps, hein, d'accord? C'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus actif que de l'autre. On le voit notamment lors des accidents vasculaires cérébraux. Quand ça touche une région, vous allez perdre cette fonction pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et puis, petit à petit, cette fonction va revenir. Vous allez récupérer, vous allez faire de la rééducation, même des fois, pour vous permettre de récupérer certaines de ces fonctions. Alors, soit les neurones de la région qui ont été touchés ne sont pas morts et ont pu reprendre leur fonction, soit le plus souvent, c'est l'autre hémisphère qui a pris le relais pour récupérer cette fonction et c'est toute la rééducation qui a permis cela. Donc vraiment, hein, votre cerveau, c'est quelque chose qui est un petit bijou qui permet de s'adapter en plus au cours du temps à votre vie, aux accidents de la vie. Et c'est rare quand un état est définitif. Il y a toujours une marge de progression et il faut vraiment que une zone soit lésée des 2 côtés pour que ce soit vraiment très problématique. Quoi d'autre? Il n'y a pas de molécule miracle pour les maladies neurodégénératives. C'est la mode sur internet en ce moment, on voit pas mal passer des trucs. Non, il n'y a pas de molécule miracle. Et quoi d'autre? Je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour, non, sur les neuromythes? Ouais, on a tout fait. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et je pense pas que ça marche. Bah écoutez, on se revoit au moins demain pour la semaine du cerveau et passez une belle semaine du cerveau à tous.